On va avoir aujourd'hui la première leçon, tout simplement comment fonctionne l'univers. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de réussir à faire un lien entre différentes disciplines qui habituellement étaient plus ou moins éloignées, comme la géographie, par exemple la géographie humaine, l'ethnologie, l'éthologie, la sociologie, donc un certain secteur de disciplines plutôt de sciences humaines, avec des sciences dures, et comme la physique ou la biologie. Et du coup, ce mélange et ce décloisonnement des disciplines va permettre de voir et de comprendre autrement et de donner des explications rationnelles, on va dire, et nouvelles du fonctionnement de l'univers avec un grand U, et plutôt, j'appellerais ça du système. Voilà. On va plutôt considérer l'univers comme l'image et l'idée que nous en avons habituellement, c'est-à-dire cet espace quelque peu infini, ou en expansion, ou en contraction, selon les théories, etc. On ne va pas considérer cet univers-là, cette chose-là, qui reste toujours floue, mais on va considérer tout l'ensemble comme un système, avec un grand S. Donc, le système, l'idée, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce qu'est l'univers et comment fonctionne l'univers, c'est surtout de comprendre comment fonctionne le système. Alors, pourquoi cette distinction? Pourquoi cet élargissement conceptuel? Eh bien, souvent, les physiciens, les métaphysiciens conçoivent l'étude de l'univers sous l'angle de la physique pure, ou de la métaphysique, ou l'astronomie, l'astrologie. Alors que, si on réfléchit quelques instants, on va quand même pouvoir se dire et s'imaginer que finalement l'univers, c'est un système du fait que l'homme intervient. Donc on vient de faire cette petite introduction, on a tenté d'expliquer le recadrage conceptuel de l'étude de l'univers. L'univers, ça veut tout dire. Donc on doit tenter de trouver un concept qui permet de bien entrevoir, de bien cadrer l'étude. Donc la question, je rappelle, la question c'est qu'est-ce que l'univers? Donc en fait, c'est qu'est-ce que le système? Quand je dis univers ou système, finalement c'est la même chose. Hein? Le système avec un grand S, c'est le système univers-vie. Voilà. Parce que l'univers, ça sous-entend aussi la vie. On ne peut pas imaginer l'univers s'il n'y a pas de vie, puisque ce qui permet de conceptualiser l'univers, c'est la vie à travers nous, qui conceptualisons l'univers. Donc le système, c'est bien l'univers comme cet ensemble vaste, mystérieux, de progression et de transformation dans lequel se trouve la vie. Donc on va définir aussi ce que ça veut dire la vie, on va définir ce que ça veut dire la transformation, et tous ces concepts, en fait il y en a 3, vont nous permettre finalement de réussir à trouver une réponse. Après, chacun jugera la pertinence de cette réponse, bien évidemment. Pour ma part, elle semble tout à fait pertinente pour aujourd'hui réussir à se dire ce qu'est l'univers, d'où ça vient, comment ça fonctionne et quel est l'objectif. Quel est l'objectif de tout ça, du système? Alors, pour répondre à cette question, j'ai dit qu'on était obligé de décloisonner les disciplines, c'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir chaque champ de la connaissance anthropique, humaine, pour prendre à l'intérieur de chaque discipline des axes de compréhension, des axes de lecture qui permettent finalement, bout à bout, si on prend dans chaque discipline ces choses, de forger, de construire une réponse
valide. Alors, la première chose, la plus intéressante à observer en ce qui concerne le système ou l'univers, parfois je dirais les deux parce que c'est pour bien que vous compreniez, c'est quelque chose d'incroyable, parce que finalement dans tout ça, tout est incroyable, bien entendu, mais la première clé, puisque c'est l'objet de l'étude de mon ouvrage, puisque j'y indique 3 clés, c'est pas pour faire un scénario de film ou quoi que ce soit, hein, c'est pas l'objet. L'objet, c'est qu'il y a bien 3 clés, 3 principes majeurs, j'ai appelé ça 3 principes majeurs, 3 clés. Donc le premier, finalement le plus parlant, le plus visible d'entre tous, c'est la transformation. Voilà. Alors, pourquoi la transformation? Et qu'est-ce que la transformation? En fait, ce dont on peut s'apercevoir, quelles que soient les époques, quels que soient les endroits, quel que soit donc l'espace-temps, il y a toujours une transformation. Il y a toujours de la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change d'état. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne change pas d'état. Et je confirme, j'insiste, il n'y a strictement rien qui ne change pas d'état. C'est-à-dire que tout le temps, constamment, tout se transforme. On peut faire appel à la chimie ou à la physique ou à la biologie pour entrevoir cette chose que nous appellerons plus tard un principe ou une clé, puisque dans chacune de ces disciplines, biologie, physique, qu'est-ce que j'ai dit? Peu importe. On observe constamment de la transformation. C'est en substance ce que synthétisait Lavoisier au XVIIIe siècle, lorsqu'il disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc en fait, lui, Lavoisier, il a davantage voulu mettre en avant l'idée qu'il y avait la masse, elles étaient conservées dans les réactions chimiques ou physiques. Par exemple, on brûle de l'eau, donc dans ses expériences, il a pu démontrer que finalement, l'eau ne disparaissait pas. Bien entendu, il y avait de la vapeur, et que la molécule d'eau, donc hydrogène et oxygène, finalement, quelle que soit l'action entreprise sur cette molécule, on avait une séparation de 2 molécules, et que finalement, il n'y a rien qui disparaissait, mais on avait simplement un changement. Voilà. Donc il y a quelque chose qui simplement est modifié, mais l'entité, les entités qui constituent l'élément sont conservées, et constamment. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ce qu'on voyait à travers ça, c'était la conservation de la masse dans la réaction chimique, mais en fait ce qu'il fallait voir, c'était quelque chose de finalement beaucoup plus intéressant, même si malgré tout ça reste tout à fait intéressant, puisque bien entendu notre ami Lavoisier est une figure principale et primordiale de la chimie, même le fondateur d'une certaine manière de la chimie. Il a donné justement certains noms à certains composants, à certaines molécules. Mais le principe de la transformation qu'il évoque dans ses études, sans le savoir, c'est ce qui, dans un premier lieu, dans un premier temps, conditionne toute chose dans le système. Donc, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, ou quoi que nous regardions,
où que nous soyons, tout le temps se transforme. Donc voilà le premier principe. Donc quand on prend par exemple la physique, si on prend la gravité, ce n'est qu'une manifestation de la transformation. Je vais bientôt avoir un double menton. Pourquoi? J'ai déjà mes dents qui commencent à tomber comme ça. Pourquoi? Parce que la gravité agit. Et elle agit selon le principe de la transformation. Et selon aucun autre principe. La physique, E égale mc2. L'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. C'est de la transformation. Bien entendu, Einstein, le magicien, nous explique pour la première fois que la masse et l'énergie, c'est la matière, mais ce qui unit ces deux choses, c'est la transformation. Si nous transformons un atome d'uranium, on libère l'énergie qui lie cet atome. Si nous transformons, si nous cassons, si on transforme, donc on libère. La gravité, E égale mc2, l'électromagnétisme, les ondes, le spectre électromagnétique, tout ça, ce n'est que de la transformation. Continuellement, constamment. Donc, toutes les lois de la physique ou de la biologie, la transformation cellulaire, les gènes, la transmission, la sélection, Darwin, du même registre, du même ordre, la biologie, les lois de la biologie, les lois de la génétique, les lois de la physique sont incluses dans le principe de la transformation de la matière et de l'énergie. Basta. Ce principe doit donc avoir un nom. Ce principe, nous pouvons le nommer selon le nom suivant, TME, transformation de la matière et de l'énergie. Premier principe du système, premier principe de l'univers, la transformation de la matière et de l'énergie. Terminé. TME, général. Premier principe. Le premier principe du système. J'ai oublié un H à système, non? Non, c'est bon. Ah oui, je me plante avec les H. Voilà. Alors, le plus dingue, parce qu'une fois qu'on a compris ça, moi en tout cas, quand j'ai compris ce délire, tout de suite, je me suis dit, il y a un truc. C'est venu tout de suite. Il y a 14 ans. C'était automatique. Il y a cette TME, donc ce premier principe, eh bien, il est organisé. Il est organisé en deux types de transformation, en deux modes. Un mode, et là ça va nous amener à comprendre la deuxième clé, le deuxième principe du système, puisque de toute façon les trois clés sont en interaction constante et en circuit fermé. Donc on est obligé, pour parler d'un, de parler des deux autres. On ne peut pas comprendre les uns séparément des autres. Donc je vais devoir en même temps embrayer sur les deux autres principes, mais plutôt sur le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est ce qui différencie les deux modes. Écoutez, le premier mode, c'est une transformation sans organisme.
Et en fait, il y a un concept derrière ça. J'emploie le mot organisme, mais en fait, il y a un autre terme, je ne peux pas vous le donner tout de suite, sinon vous n'allez rien comprendre. D'accord? J'ai appelé ça, je vous le dis tout de suite, j'ai appelé ça un esprias. Ça s'écrit comme ça, comme esprit, mais j'ai rajouté AS à la fin, j'ai enlevé le T. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'il y ait un esprit, ou donc un organisme. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit? C'est pas les esprits, attention, vous êtes là, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait un logiciel. C'est ce que j'ai appelé un programme de transformation de la matière et de l'énergie. Donc on a deux modes dans la TME générale. On a un mode avec un programme de transformation de la matière, donc programme de transformation de la matière, un PTME, ou égale esprias. C'est la même chose. Donc, dans la transformation de la matière et de l'énergie générale, la TME, on a un mode petit a avec un esprias, et on a un deuxième mode, B, sans esprias, rien. C'est ça qu'il fallait comprendre. Après avoir compris ça, le premier principe, et bien sûr dans ce premier principe, on a toutes les lois de la physique. Toutes les lois de la physique, elles sont là-dedans. Et nulle part ailleurs. Sauf pour une loi. Et on verra. En tout cas, c'est ce que j'ai commencé à comprendre. C'est la mécanique quantique. Mais tout ce qui est gravitation, électromagnétisme, le spectre électromagnétisme, c'est pareil. La relativité restreinte, la relativité générale, c'est pareil, c'est de l'ordre de la TME. Il n'y a que la mécanique quantique qui est hybridée. En tout cas, je reviens aux deux modes. TME générale, on a compris, c'est le premier principe du système, c'est la transformation de la matière et de l'énergie, les composés en deux modes. Un mode avec un programme de transformation, donc les esprias, par exemple l'humain. L'humain, il est doté d'un programme de transformation de la matière et de l'énergie, il lui permet par exemple de fabriquer un tableau, un stylo, ce que ne peut pas faire le système sans esprias, qui lui fait autre chose. Par exemple, il fait la pluie. Il fait une éruption volcanique. Il fait tomber une comète. Ou il fait simplement la lumière. La lumière, c'est de la transformation sans esprias. Alors, on peut nommer ces deux modes pour qu'on comprenne tout simplement. Ce premier mode, je l'ai appelé proactif. C'est des mots que j'emprunte au vocabulaire, parfois un peu... parfois il y a un peu, c'est du vocabulaire de la sociologie, de la psychosociologie, etc. Parce que ça indique qu'il y a une action, il y a quelque chose. J'ai trouvé ces termes qui étaient tout à fait, pouvaient correspondre, donc je les ai utilisés, je les trouve intéressants. Le mode proactif, c'est-à-dire la TME, la transformation de la matière, avec un programme, donc un esprias. Et le deuxième mode, sans esprias, je l'ai appelé, et je trouve ça intéressant, je trouve ça beau ce terme, infractif. Infractif. Ça n'a rien à voir avec le terme infraction. Mais ce terme est synonyme de infraction. Mais je lui ai donné un nouveau sens. C'est donc un néologisme en métaphysique ou en géométaphysique, puisque je considère qu'aujourd'hui, c'est un cours de géométaphysique. Aujourd'hui, on est plus en métaphysique et en physique. Voilà. La TME générale, un mode proactif avec esprias, un deuxième mode infractif sans esprias. Exemple, pluie, éruption, comète, la lumière, la gravitation. C'est comme si vous voulez un mode de transformation primitif ou primitif ou classique. J'ai appelé ça classique ou primitif là-dedans. C'est facile. C'est simple, c'est clair.
Voilà, donc en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cet esprias, on va le définir dans une autre leçon, dans un autre cours, c'est la deuxième clé. C'est le deuxième principe du système. Ça, le deuxième principe, ça, le premier principe. Et bien entendu, les esprias proviennent de la TME générale selon le principe de l'évolution de Darwin, qui est bien incluse dans la TME. De l'évolution générale, de la progression, est apparu plusieurs organismes. Selon les embranchements, est arrivé un organisme particulier, Homo sapiens sapiens, doué d'un langage particulier, doué d'un mode de transformation de la matière et de l'énergie des plus particuliers et des plus caractéristiques, qui en fait aujourd'hui l'espèce dominante. Donc on a à l'origine, vous allez dire, mais oui, mais d'où viennent les esprias? Vous allez dire ça. D'où viennent les esprias? Donc, d'où viennent les organismes qui transforment la matière et l'énergie avec un programme? Ils viennent. Bon, normalement, c'est l'objet du cours, du deuxième cours. Je vais tout de suite faire une petite parenthèse et ça sera l'objet du second cours. On va tout de suite embrayer sur ça, ça sera la transition. Mais c'est une des questions les plus intéressantes avec la troisième clé, c'est-à-dire d'où vient la TME et d'où viennent les esprias, puisque ça ne donne pas la réponse à cette question. Ça sera l'objet du troisième cours. Alors, les esprias, eh bien en fait, on a dans le système toujours, qui travaille en circuit fermé, on a la TME, on a les esprias, et on a la troisième clé, je la nomme tout de suite, on verra après ce que c'est, l'N. Donc, ils travaillent en circuit fermé, comme ça. Ils s'autodéterminent, les trois s'autodéterminent en même temps. Il n'y a rien qui détermine le système. Terminé. Terminé. Il n'y a pas besoin de poser cette question n'a aucun sens. Donc, quand on essaie de répondre à la question suivante, d'où viennent les esprias? Ok? Tentative de réponse, logique. On a, dans un système, à l'origine, le système est déjà, à la fois, il est infractif, donc on sait qu'il est infractif, le système, à la base. Ça veut dire qu'il est dans un mode de transformation général, quasi général, et qu'à l'intérieur du système, on a des éléments comme par exemple les acides aminés, c'est-à-dire qui ne sont pas des esprias et qui sont des éléments particuliers qui appartiennent au système, qui, selon certaines conditions amenées par le système, c'est-à-dire par exemple avec la présence de lumière, de température, de présence d'eau, c'est-à-dire en fonction de la présence de certains autres éléments du système infractif, détermine l'apparition de ce qu'on peut appeler des proto-esprias. Proto-esprias, comme par exemple des virus, des organismes unicellulaires et des choses comme ça. Ce sont exactement des proto-esprias qui proviennent d'éléments purement infractifs, mais qui, selon un mélange et des proportions et des conditions données et particulières, déterminent l'apparition, tout simplement, dans le système de la TME générale, l'apparition de proto-esprias. Ces proto-esprias évoluent selon de nouvelles conditions offertes
par le milieu infractif et détermine l'évolution d'esprits as plus développés jusqu'à l'homme. Terminé. Voilà pour ce premier cours qui nous a permis d'introduire le concept, le principe de la transformation de la matière en énergie, en termes général, c'est-à-dire la première clé du système, de l'univers, et qui nous a permis aussi de d'introduire l'idée et le concept de la deuxième clé, les esprits as. Et bien entendu, des deux modes de transformation, le mode proactif et le mode infractif. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Et j'espère que vous avez pu comprendre. Rien de compliqué en soi. Et c'est, je pense, de cette manière que nous arriverons et que vous arriverez à comprendre définitivement comment fonctionne l'univers, d'où ça vient et où est-ce qu'on doit aller. Si vous voulez creuser la question, il vous suffit de vous procurer cet ouvrage que j'ai écrit, Les 3 clés de l'univers, d'Elran Valseka. Vous le trouverez sur mon blog, sur mon site internet, www.elranvalseka.com. À la prochaine!